Nous sommes un groupe d'amis qui se connaissent depuis le collège, dans une ville tout proche de Bordeaux, Mérignac. Pendant des années, on a grandi ensemble, partagé beaucoup de choses dans nos vies. En 2020, une anthropologue, Sophie Moulard, nous a proposé de participer à la réalisation d'un film dans le cadre d'un projet européen, Ecocito, pour réfléchir et agir sur les questions de justice sociale et écologique. Ça a été pour nous une expérience enrichissante et il en est sorti un court-métrage, Méduse 2051. Ce projet nous a amenés à nous demander ce que peut vouloir dire s'engager aujourd'hui quand on est jeune. Comment ça commence, pourquoi et comment on s'y prend. Car devenir citoyen ne se décrète pas. Ça ne passe pas par une transmission formelle, des cours d'éducation civique par exemple. Comment expliquer que certains jeunes décident spontanément de participer à la vie collective, à s'engager pour l'intérêt général, alors que d'autres s'abstiennent, renoncent ou même refusent de le faire. Ce qui fait que l'on en vient à s'engager, c'est précisément ce que ce podcast tente d'élucider. Nous avons donc décidé de mener l'enquête pour explorer quels sont les ressorts intimes de la participation citoyenne. Qu'est-ce qui, dans nos vies, familles, amis, écoles ou autres, déclenche notre désir de nous impliquer pour une cause ou une multitude de causes, modestement ou avec passion, au point de nous transformer et de changer littéralement nos vies. Dans ce premier épisode, nous rencontrons Shiraz, jeune militante à SOS Racisme sur Bordeaux. Elle a 23 ans et occupe le poste de vice-présidente. Elle nous parle de son parcours personnel, de la façon dont elle a commencé à s'impliquer et des motivations profondes qui l'animent. Peux-tu commencer par te présenter, toi, et nous exposer ton rôle à SOS Racisme ? Alors, je m'appelle Shiraz Saïdi. J'ai 23 ans. Je suis actuellement étudiante en Master 2 de droit public en action territoriale, mais du coup à l'Université de Bordeaux. Je suis aussi alternante au développement économique à la mairie de Mérignac. Du coup, actuellement, je suis vice-présidente de l'association d'SOS Racisme Gironde. J'y suis engagée à SOS Racisme depuis exactement fin 2019. À l'association, en fait, elle existe depuis les années 80. Elle a été créée en 1984, juste après en fait la marche pour l'égalité. Donc c'était vraiment un gros mouvement antiraciste dans les années 80. Et à la suite, en fait, SOS Racisme est né. Et petit à petit, en fait, en France, il y a eu des petits comités qui se sont créés. Et celui de Bordeaux a été l'un des premiers, du coup, à avoir été créé. Et l'association s'organise en fait en 3 pôles. Le premier, c'est le pôle juridique. En fait, ce pôle-là va permettre d'accueillir des gens, ce sont des permanents juridiques, d'accueillir des gens qui vont être victimes ou témoins de racisme ou de discrimination. Parce que c'est justement ça, en fait, le cœur en fait, de l'association, c'est vraiment de lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Et donc, dans ce pôle-là juridique, on va justement accompagner ces personnes, on va les accompagner à porter plainte. On va les mettre en contact aussi avec des avocats parce qu'on a un réseau d'avocats. Ensuite, on a un pôle éducation populaire, donc c'est celui que justement je gère depuis justement l'année dernière parce que l'année dernière, j'ai aussi fait un service civique. Même si j'étais déjà engagée, j'ai quand même fait un service civique au sein de l'association, où là, j'ai dû porter en fait ce pôle-là. Donc ce pôle-là, c'est, pour donner une simple définition du coup d'éducation populaire, c'est le fait de se dire que le savoir en fait peut venir de tout le monde. Pas forcément seulement de l'école, mais en fait c'est une éducation, on va dire, complémentaire de celle qui est donnée à l'école. Et comment ça se matérialise chez nous ? C'est en fait des interventions en milieu scolaire. Et donc moi, mes missions là-bas, c'est prendre contact avec des chefs d'établissement, des CPE, ou alors travailler directement avec des profs, de les contacter pour qu'en fait on vienne intervenir et sensibiliser les jeunes parce que c'est très important de sensibiliser les jeunes sur ces sujets-là parce que la socialisation elle se fait à ce moment-là, parce que tout ce qui nous est en fait inculqué, ça se fait déjà dès l'enfance, donc tout ce qui est opinion politique ou alors tout ça.
Et c'est très important du coup de sensibiliser à ce jeune âge. Et en fait, on va avoir plusieurs petits modules. Il y en a un par exemple qui s'appelle Faire reculer les discriminations, où ce module-là il est hyper classique parce qu'on va justement donner des clés de définition pour qu'est-ce que c'est le racisme, quelle est l'histoire du racisme, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le racisme existe encore alors que c'est très clairement puni par la loi, etc. Où on va aussi donner des clés de définition sur qu'est-ce que c'est les discriminations, quels sont les différents critères de discrimination. Et puis il y a un troisième pôle, donc c'est le pôle mobilisation. C'est un pôle où l'association va participer à des manifestations, va justement aussi monter des manifestations avec différentes associations. Vous avez peut-être entendu parler, ça c'était plutôt au niveau national, mais par exemple d'autres actions, un peu celle par exemple de Villepinte qui a été menée lors d'un meeting d'Éric Zemmour. Ça c'était justement des jeunes de l'assaut qui avaient justement monté cette action pour s'infiltrer justement dans le meeting et justement crier non au racisme, qui est censé être un message assez neutre mais visiblement pas, assez politique. D'où te vient ce désir de t'engager ? Écoute, je pense que c'est quelque chose qui est né un peu petit à petit, en fait. Si je devais un peu raconter mon parcours de vie à moi, je suis du coup française d'origine algérienne. Je suis née à Bordeaux et puis après on est parti vivre avec ma famille quelques années en Algérie et puis après on est revenu du coup en France. Et donc ça a été, j'avais quoi? J'avais 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Donc au tout début, c'était quand même un choc un peu, je dirais pas culturel, mais un peu de mentalité en fait. Au final, ça s'est un peu éternisé, etc. En grandissant, voilà, on s'adapte. Mais c'était surtout au niveau du lycée où moi j'étais dans un collège en fait qui était on va dire collège un peu prioritaire et en allant au lycée en fait je suis partie dans un lycée qui est un très bon lycée de Bordeaux, donc c'était le lycée François Magendie et là-bas en fait j'ai suivi c'est un lycée qui est très connu parce que en fait il enseigne beaucoup de langues et j'avais décidé en fait d'apprendre l'hébreu. Bon, je vous dis même pas la réaction de ma famille en Algérie en tant que voilà algérienne musulmane et parce que bon voilà il y a encore un peu des clichés à ce niveau-là mais j'ai suivi du coup des cours d'hébreu et ça m'a permis en fait aussi d'apprendre une autre culture en fait parce que c'était au-delà de simples cours de langue en fait c'était aussi de l'enseignement de civilisation, etc. Donc avoir aussi des connaissances au niveau de la religion juive, etc. Et ce qui a fait que c'est avec Salam Shalom Salut que je suis rentrée. C'est parce que Salam Shalom Salut, c'est tu racontes ton parcours de vie, ton expérience et pourquoi t'en es arrivé là. Et en fait, je me suis directement reconnue dans cette démarche-là de voir son évolution et où on en est maintenant et qu'est-ce qu'on veut faire après en fait. Il y a un témoignage en fait qui m'a beaucoup touchée, c'était celui d'une jeune fille qui en fait avait à peu près mon âge et qui avait aussi ce même truc, c'est que à un moment donné, on lui a dit tu deviens vraiment beaucoup trop blanche et tout à t'intéresser à des trucs de littérature, etc. Et moi, c'était des remarques que j'ai eues justement quand je suis partie au lycée, que j'avais encore des amis de collège qui me disaient « Oh là là, t'es devenue trop française, tout ça, en plus t'apprends genre de l'hébreu et tout, bon, tout ça. » En fait, c'est une fois que tu sors de ton cadre traditionnel et de ce truc un peu culture, un peu cliché, etc., tout ça, en fait, on va directement te mettre dans une case et en même temps ce qu'elle avait dit justement cette fille et que j'étais totalement d'accord parce que moi aussi c'était ça c'était lorsque j'étais parmi on va dire des personnes du coup françaises et ben en fait on me renvoyait directement à mon image de jeune arabe en fait de jeune fille arabe et en fait ça crée un peu une fracture d'identité en te disant en fait j'appartiens ni l'un et j'appartiens ni l'autre enfin je suis où en fait.
Et c'était ça en fait la démarche de Salam Salut, c'est que en fait t'es pas obligé de te positionner dans un camp ou dans un autre, t'es juste censé être toi et voilà. Après c'est aussi un engagement personnel dans le sens où les questions de racisme, de discrimination, etc. C'est toujours quelque chose où j'ai été beaucoup sensible parce que enfin c'est quelque chose qui sont ancrés un peu aussi dans la mémoire, on va dire. Enfin, en tant que, par exemple, algérienne, enfin, oui, moi, ma famille, elle a connu la guerre d'Algérie. Ma famille, elle a aussi cette mémoire-là de la colonisation, etc. Donc, en fait, c'est tout plein de sujets qui font qu'aujourd'hui, c'est encore une résonance, en fait, que oui, l'Algérie française, c'est fini. Oui, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu l'indépendance, etc. Mais en fait, on voit que c'est des débris, en fait, de l'histoire qui se retrouvent encore aujourd'hui et qui font que c'est encore du coup des nouvelles générations qui vont en pâtir de ces dommages collatéraux de l'histoire en fait. Et du coup c'est aussi une mémoire que je porte et en fait qui font que je me suis engagée à SOS Racisme. Et du coup, t'avais quel âge quand t'es rentrée dans l'association pour la première fois? Alors, laisse-moi faire un court calcul. Bah écoute, c'était en fin 2019, je dois avoir 21 ans, 20 ans. Mais juste avant quand même, enfin dès que j'étais rentrée à la fac, j'avais quand même envie de rentrer dans une association, mais je savais pas du tout laquelle. Et en fait, je m'y intéressais un peu de loin. Et c'était justement une amie de la fac qui était rentrée dans le truc. Elle m'a dit vas-y viens, il y a un super événement et tout qui va se passer et tout. Et du coup j'y suis allée un peu en retard, bon, comme à mon habitude. Et en fait, je pense que c'était un peu un signe. Je suis arrivée juste au bon moment où il y a eu un bon témoignage qui m'a beaucoup percuté. Et puis tous les autres témoignages de tout le monde, parce que elle, c'était peut-être son identité à elle qui me correspondait à moi. Mais il y avait aussi plein d'autres personnes, en fait, qui racontaient un peu ce truc, un peu de décalage. Et juste les écouter, en fait, j'étais là, en fait, je suis pas seule dans mon petit bateau. Et puis, j'ai aussi parlé, par exemple, à ceux qui avaient organisé, donc les filles de l'assaut qui avaient organisé cet événement. Et puis, je pense que ça a été juste un bon clic comme ça et on s'est bien entendu et l'esprit de l'assaut m'a beaucoup plu parce qu'en fait parce que le slogan en fait de SOS Racisme c'est touche pas à mon pote et il y a vraiment cet esprit de famille et même si ça fait par exemple pas du tout longtemps que t'es dans l'association, tu te sens très vite accepté, très vite t'es très vite intégré en fait et c'est ce côté accessible là aussi qui m'a fait rentrer dans l'association. As-tu toujours eu cette fibre de l'engagement? Cela te vient-il par exemple de ta famille? On a toujours eu beaucoup de discussions, on va dire, de société. Beaucoup de trucs sur la politique en France, la politique en Algérie, des trucs un peu comme ça. Mais après, s'il y a cette fibre-là dans ma famille, je pense. Mais ça, c'est parce que justement, pour l'instant, je suis toujours... Enfin, ça va faire à peu près 12 ans que je suis pas repartie en Algérie. Ça fait très longtemps. Mais mon objectif, là, c'est justement repartir là-bas et questionner à fond ma grand-mère. Et parce que j'ai pas l'occasion de questionner mon arrière-grand-mère qui est morte il y a pas très longtemps de ça. Du coup, elle qui était née en 1916, je pense qu'elle avait pas mal de choses à me raconter. Mais je pense questionner vraiment beaucoup ma grand-mère sur cette période-là et pour voir justement si cette fibre de l'engagement elle a toujours été là. Donc ça c'est mon objectif. Enfin toute cette histoire là en fait c'est des sujets dans ma famille parce que et dont je me suis en plus intéressée vraiment au moment où je me suis engagée parce que quand t'es pas vraiment dans le truc, tu te poses pas ces questions-là de savoir quelle est l'histoire de ma famille, qu'est-ce qu'ils ont à me transmettre tes jeunes, c'est pas des choses qui t'intéressent. Mais quand tu rentres vraiment dans ce truc où on te pousse à justement te questionner,
moi aussi j'ai commencé à poser des questions à ma famille, où j'avais justement découvert que mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père avaient par exemple un café au centre d'Alger, et justement ils faisaient enfin je sais pas si c'est la résistance, mais justement ils aidaient justement à faire passer des trucs pour justement aider à l'indépendance, etc. Enfin, tout plein de trucs qu'on m'avait justement raconté. Il y avait aussi, bon, ça c'est beaucoup moins lié à, à l'histoire du coup de la guerre d'Algérie, mais aussi par exemple la période des années noires, enfin qui s'appelle comme ça, mais c'est la période du terrorisme en Algérie, etc. dans les années 90. Et ça aussi, c'est quelque chose, tu vois, qu'on m'a transmis. Et par exemple, juste comme ça, enfin, ma mère, heureusement qu'elle était née en France, parce que justement, en vivant en Algérie pendant cette période-là, en ayant du coup ses papiers français, elle a pu être rapatriée en fait, et du coup échapper à tout ça. Donc en fait, dans ces deux événements, en fait, je me suis rendu compte à quel point, en fait, les histoires, enfin, l'histoire française et celle de l'Algérie, par exemple, elles sont très, 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 très liées. Et, euh, et ça, c'est mon point de vue à moi, c'est mon histoire à moi, mais je sais que d'autres personnes vont aussi avoir d'autres points de vue de cette histoire-là, en fait. Comment concilies-tu tes études avec ton activité militante? Par exemple, là, cette année, comparée aux autres années, je suis du coup en même temps que mes cours alternantes. Et du coup, j'ai une semaine, par exemple, 3 jours au travail et 3 jours à la fac, ce qui fait que parfois, tu peux avoir des facteurs que même si, par exemple, ton envie est vraiment de... Parce que moi, c'est par exemple ma frustration dans ce moment, c'est que j'ai vraiment envie à 100% de m'impliquer dans toutes les actions de l'asso, etc. Sauf que maintenant, par exemple, avec ma vie étudiante, c'est parfois assez difficile de jongler entre les deux, entre ta vie des cours et du travail et ta vie associative. Et ça peut créer une certaine frustration. Par exemple, en ce moment, je me restreins vraiment beaucoup au niveau des projets. Et donc, ouais, faut quand même avoir cette idée-là que quand t'es jeune, tu peux avoir très peu de temps, beaucoup d'envie, mais tu peux faire pas trop de choses. Parce que c'est ça le truc avec les assos ou l'engagement tout court, c'est que c'est du bénévolat. Donc, faut pas avoir peur de pas avoir de temps, etc. C'est vraiment en fonction de toi, de ce que tu peux encaisser. Est-ce que tu pourrais t'engager pour défendre d'autres causes? Ah mais carrément, enfin moi en tout cas au fil de mon engagement ça m'a aussi ouvert les yeux sur d'autres sujets, notamment sur le féminisme. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de trucs. Donc pas forcément peut-être m'engager comme je le fais avec SOS, mais en tout cas avoir des liens avec ces associations, pour moi c'est très important. Et justement avec l'asso, on a justement beaucoup de liens avec eux, on dialogue avec eux, on est présent avec eux sur certains événements. Et puis de moi en tout cas de mon côté à moi, je participe à énormément d'événements ou de manifestations sur ce genre de sujet-là en fait. Donc c'est plus ponctuel pour les autres, mais parce que à SOS, j'ai quand même un rôle beaucoup plus important au niveau, par exemple, du coup, j'ai pas envie de dire statut, mais parce qu'en tant que vice-présidente et responsable du pôle éducation populaire, je dois m'impliquer un peu plus. Fais-tu une distinction entre ton engagement citoyen et ton engagement politique, ou bien penses-tu que c'est assez comparable? Pour moi, je dis c'est presque indissociable en fait. Le côté associatif, mon point de vue personnel et dans ce sujet-là, pour moi, ils sont indissociables parce que, enfin, de base, ce sont des valeurs que je porte moi personnellement et que je porte aussi en fait au sein de l'asso. Donc, pour moi, ça va carrément de pair. En fait, c'est si j'ai envie de justement qu'on fasse reculer le racisme, les discriminations, etc. C'est une exigence que je veux
moi en tout cas, et au niveau de mon asso, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais les présidentielles, c'est un sujet qui est aujourd'hui du coup beaucoup abordé et c'est un moment central en fait dans l'association parce que ou même quand il y avait justement les municipales, quand il y avait les élections départementales et régionales, enfin pour nous c'est toujours des moments clés parce que c'est à ce moment-là où on a le droit d'être, enfin pas le droit, mais qu'on doit encore plus être exigeant face à notre offre politique en fait. Et c'est à ce moment-là où on va le plus les interpeller. C'est à ce moment-là où justement on va monter des actions qui vont être en lien avec ça pour justement dire bah là c'est le moment des élections, vous devez en fait présenter des mesures qui font que on doit lutter efficacement contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Voilà. Je pense qu'on souffre encore de notre image de jeunes qui sont hyper immatures, qui évidemment se plaignent de tout et de rien parce qu'ils n'ont pas connu la guerre, parce qu'ils n'ont pas connu ce que nos grands-parents et parents ont subi dans les années 30, 70. Mais pour moi, en fait, ce que nous, on vit en fait, aujourd'hui, on le vit en fait à notre niveau. J'ai pas besoin qu'on me compare à une situation qui était là il y a X temps. Et oui, aujourd'hui... comparé à avant, on a beaucoup avancé au niveau de nos droits, mais on doit encore être exigeant. Il y a encore pas mal de chemin à faire. Et vu qu'on est la prochaine génération, c'est normal qu'en fait on est censé être écouté parce que on a un nouveau regard en fait sur le monde que peut-être que ceux qui sont déjà au pouvoir ne vont pas encore avoir ou qui n'ont pas ou parce que ça fait déjà longtemps qu'ils sont dans le truc et qu'ils remarquent plus trop grand chose, mais que nous en tant que jeunes, on a un nouveau regard et il est censé être écouté. Mais on est de plus en plus nombreux et je trouve que de plus en plus, parce que quand je vois ma génération à moi, quand je vois celle de mon petit frère qui a à peu près 15 ans, ils sont beaucoup plus éveillés sur ce genre de sujet. Après ça, c'est mon point, enfin mon opinion à moi, mais je trouve que quand même, on est les jeunes sont de plus en plus éveillés à des sujets. À des sujets qui sont hyper importants. Enfin, surtout, je le vois avec les jeunes filles et tout, et le féminisme, je les vois de plus en plus tôt à s'intéresser à ce genre de sujet. Enfin, en fait, je trouve que c'est un peu l'action de tout ce qu'on peut tenter de faire les associations, de sensibiliser, etc. Et que peut-être à un moment donné, nous, quand on était au collège et qu'on avait ces associations justement qui venaient intervenir, notre inconscient, il s'est quand même dit que c'est important de s'éveiller sur ça. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, le fait que l'information est beaucoup plus fluide, qu'on a cette occasion quand même d'avoir plein de points de vue qui sont hyper différents, qui peuvent se confronter et que nous, on peut déjà construire son esprit critique. Et vu que j'ai l'impression que, en fait, c'est le côté bon du truc des réseaux sociaux, c'est que on peut... on rentre à l'intérieur assez tôt, donc on va être confronté à ces sujets assez tôt. Et en grandissant, en fait, on va mûrir dans ces sujets-là, dans notre manière de se positionner sur certains sujets. Donc ça, je trouve super bien. Même si dans le même temps, c'est vrai que on va tellement être enseveli d'informations que peut-être que parfois on va aussi se perdre. Bon, ça, c'est un peu le côté négatif de la chose. Mais ouais, effectivement, pour moi, les réseaux sociaux, c'est un des facteurs qui font que les jeunes se conscientisent un peu plus tôt. Mais en tout cas, je me dis toujours que ce que je vois, c'est peut-être juste à travers une serrure de porte et que je vois peut-être 30 à 20% de la réalité. Donc les choses sont beaucoup plus complexes et c'est vrai que Internet va pas du tout nous permettre d'avoir cette nuance-là parce que la nuance est hyper importante. Je pense que quand on a la chance, en tout cas, d'avoir des associations ou d'autres structures, que ce soit privées ou publiques, qui viennent intervenir dans les écoles, que c'est pas du tout du temps perdu, que en fait, faudrait un peu écouter ce qui est dit, parce que moi aussi j'étais à leur âge et je me disais trop bien, on va avoir une intervention, ça va être le moment où je peux faire autre chose. Mais que je me dis, si j'avais eu justement plus d'interventions en milieu scolaire, si on m'avait dit plus tôt, par exemple, qu'il existait, je sais pas, certains outils, qu'il existait, que je pouvais justement
m'ouvrir à certaines personnes, que ce soit du personnel de l'école ou à mes proches, etc. Mais que vraiment que les jeunes réalisent vraiment cette chance qu'ils ont justement d'avoir ces moments-là. Ces moments où en fait on peut parler de sujets en fait de société qui sur le coup semblent hyper loin de leur vie maintenant, mais faut se dire que plus tard ce sera des sujets qu'on va retrouver en fait. Est-ce que tu relis les questions de justice sociale avec celles de justice environnementale et climatique ? Bien sûr, pour moi ça va de pair. Enfin, pour moi on peut pas penser antiracisme sans féminisme, on peut pas penser antiracisme sans écologie. Parce que si par exemple je pense antiracisme sans les femmes, bah en fait je vais pas prendre en compte que y a des femmes par exemple noires ou arabes, etc. qui vont vivre en fait une double discrimination. Déjà du fait d'être noire ou arabe, ou alors déjà en plus de ça d'être une femme. Donc et si en plus de ça je prends pas en compte le fait que il n'y a pas d'antiracisme sans écologie, enfin on voit très bien que, enfin je prends juste la dernière actualité qu'il y a eu, c'était avec l'agent Orange, où là en fait on s'est dit bah ouais bon ça va, c'est des gens là-bas, ils sont pas chez nous, voilà, bah on va polluer chez eux du coup. Et c'est ça en fait qui me fait que l'antiracisme c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est que c'est transversal à plein d'autres sujets de société en fait. Que ce soit l'écologie ou l'économie aussi, ou le féminisme, etc. Ça va de pair en fait. Merci à notre invité pour cet entretien qui venait questionner de façon personnelle les ressorts intimes de l'engagement citoyen des jeunes. Vous pouvez retrouver les informations sur nos invités et les structures dans lesquelles ils s'engagent en ligne dans la description de cet épisode. En espérant qu'il vous aura inspiré, n'hésitez pas à écouter les autres émissions et à les partager. Bon vent à tous!